Free audio post-production by alphonic.com. Bonsoir à tous, ici Yapinger. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Alors déjà, je suis toute seule, c'est très bizarre. C'est le 3e épisode que j'enregistre toute seule. Le premier, c'était l'introduction, cette fameuse introduction. Et le deuxième, c'était sur mes 21 ans. Donc, c'est très très rare, Yapinger qui tourne toute seule. Mais il va y en avoir. Et encore plus dans la saison 2, là, c'est un épisode qui va paraître la semaine prochaine. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un épisode un peu particulier. Et je suis très excitée de faire cet épisode. Mais genre, un level d'excitation, guys, vous n'avez même pas idée. Parce que, en gros, si vous avez écouté l'épisode sur mes 21 ans, vous savez, je suis en train de créer ma propre comédie musicale. Et, grâce à mon amie Ali, illustratrice de l'illustration, elle m'a dit pourquoi t'essaierais pas d'en parler sur le podcast. Alors je m'en doute bien qu'il y a des gens qui vont l'écouter et qui vont pas forcément être intéressés ou qui le seront mais qui seront beaucoup trop loin. Mais j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que ça me permet de me poser et de parler de ce projet qui me tient excessivement à cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas parler de mon deuxième enfant sur mon premier enfant. Donc voilà. Donc c'est un truc un peu chill. Bon, comme d'habitude, ça va partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Voilà, je vais essayer d'être quand même assez organisée parce que j'ai pas de plan sous mes yeux. Là, j'ai juste vraiment Planète Campus pour me connecter. Donc c'est vraiment aléatoire, mais fun. Il en faut. Donc voilà, alors déjà je vais vous parler un peu de pourquoi une comédie musicale. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis le genre de personne à toujours come up with some random idea. Je suis vraiment le genre de personne, vous vous attendez pas à ce qu'elle va vous dire. C'est parce que je suis vraiment quelqu'un d'hyper random et le genre de personne à arriver et dire je veux faire ça. Voilà. Le podcast, globalement, c'était ça, même si ça a demandé un peu plus de réflexion, parce que c'est normal. Mais voilà, les gens s'attendaient pas forcément à ce que je leur dise « je veux faire un podcast ». Donc en même temps, il faut se dire que j'ai toujours été une enfant très créative. Pour moi, écrire, ça a vraiment été genre... à la base, je voulais devenir écrivaine, vous voyez, parce que j'aimais vraiment ça. Bon, après, on n'est pas là pour parler des conditions des écrivains, mais voilà. J'étais innocente, d'accord ? J'avais 7-8 ans, donc voilà. Et donc, j'ai fait une longue pause sur l'écriture à cause de ma santé mentale, parce que, je vais être honnête avec vous, ma santé mentale était en plein déclin, donc j'avais un peu la flemme d'écrire. Et puis, en mai dernier, plus mars-avril, l'année dernière, j'ai commencé à créer mon podcast. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis une énorme theater kid. J'adore les comédies musicales depuis que je suis toute petite et en grandissant. Et quand j'ai commencé à pouvoir voyager à Londres par mes propres moyens, ça s'est largement empiré. Et donc, j'ai été voir quelques films. J'ai vu Wicked, j'ai vu Frozen, j'ai vu Hamilton et j'ai vu Le Fantôme de l'Opéra. Et puis j'ai clairement une playlist musical sur Spotify. Donc je suis vraiment huge theater kid, vous voyez. D'ailleurs c'est dur d'être une theater kid en France, mais ça on en parlera parce que là c'est ma comédie musicale, mais on va aussi faire un épisode sur la comédie musicale de manière générale. Et donc mars arrive, je crée la genèse du podcast, je dis machin, et puis vous savez quand vous avez un peu une idée, et puis j'ai la tendance à être très têtue, donc quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs. Voilà, donc ça me hantait un peu. Je me dis putain, ça doit être tellement cool de créer une comédie musicale. Mais bon, on sait les difficultés que c'est de créer une comédie musicale. C'est vraiment parce que vu que ça combine 3 arts différents, c'est pas juste on réfléchit au script et à la scénographie et au costume, on réfléchit également au chant et à la danse. Donc c'est vraiment vous devez être doué dans tous les domaines quasiment. Et donc, ou en tout cas être bien entouré. Et donc, je me dis, non, on laisse tomber, on verra. Ouais, yes, c'est une idée, j'aimerais créer la mienne, mais j'ose pas. Et puis,
cette idée, elle m'obsédait vraiment très fort. Alors je me suis dit, ok, tu sais quoi, fais-le. Just do it. Et à la base, je voulais le faire juste pour moi. Genre, je voulais vraiment écrire le script, écrire des chansons. Puis j'ai toujours rêvé d'écrire des chansons. Donc j'étais un peu en mode, bon bah, I want. Et bon, comme je vous ai dit, je suis têtue, je suis Sagittaire, donc bon. Et vient le moment où j'en parle. Je sais pas à qui j'en ai parlé en tout premier, je me demande si c'est pas à mes meilleurs amis. Mais bon, j'en parle à quelqu'un. Et puis genre, bon, voilà. Et puis genre, plus je réfléchis et je suis en mode, bah en fait, j'aimerais bien le proposer à la fac. Pour ceux qui savent pas, j'ai étudié à l'université de Caen. Et donc j'en parle à mes copains qui étaient en LLCR avec moi. Je leur dis, guys, qu'est-ce que vous pensez d'une comédie musicale? Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du concept de créer une comédie musicale? Parce que du coup, bah, je me dis, putain, j'aimerais bien le proposer à la fac. Aïe. Le proposer à la fac, savoir ce qu'ils s'en pensent, etc. Tous les copains me disent, oh, trop bonne idée, très dur, très, t'as pas d'autre envie en tête, plus simple, mais sinon, très supportive, très, just go for it. Et donc, je le propose. Bon, voilà, ils acceptent. J'en parle maintenant à un adulte parce que en parler aux étudiants c'est bien, mais il faut aussi parler à une figure précise. Donc j'en parle à une de mes professeurs. J'ai pas de réponse normale. On est en plein mois de juin. Je crois que j'ai commencé à y... Non, menteuse. On était en mois de mai, quelque chose comme ça. J'ai pas de réponse. Je me dis bon, voilà. Puis j'en discute avec une de mes amies, et elle me dit, bah, parle-en à ce professeur-là. Je dis, bon, bah, ok, je vais essayer. Et là, il m'a répondu, il m'a dit que c'était une très très bonne idée. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous n'êtes pas forcément en LLCR à Caen, on a une fête de l'UFR, qui est vraiment trop cool. C'est un moment où tous les étudiants de langue, et pas que anglais, mais toutes les langues qui sont étudiées à la fac, se réunissent, c'est un bon moment, machin, et ce professeur-là, il co-dirige cet événement, et il me dit, si tu veux, ça pourrait faire l'objet de la fête de l'UFR. Et donc, du coup, je me dis, trop bien! À la base, les gars, c'était vraiment une idée. J'étais en train de commencer à écrire le script, machin, mais c'était encore des idées floues. Donc, c'était vraiment mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez? Les bœufs? C'est peut-être charrue avant les bœufs. Bon, bref, j'en sais rien. Je connais... c'est pas grave. Charrue avant les bœufs. Donc, du coup, c'est vraiment parti très vite. Et donc, voilà, le temps passe, machin. Et puis, de fil en aiguille, on commence à écrire le script. Je commence à monter mes équipes, machin. Et... hear me out. Donc, des mois plus tard, donc j'ai commencé l'été dernier, et là, on est donc en janvier. Donc, c'est vraiment 6-7 mois que je travaille dessus. Ouais, parce que j'ai commencé en mai, juin, puis août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 7 mois que je donne ma sueur et mon âme et mon sang pour ce projet. Et là, on en est à ce que le mois prochain, il y ait les auditions. Je suis très excitée, guys. Vraiment, c'est genre... J'essaye de process parce que du coup, moi, je fais quasiment tout. Bon, il y a des équipes, vraiment, j'ai divisé le projet en plusieurs équipes. Donc, il y a des équipes qui s'occupent de la scénographie, il y a des équipes qui s'occupent de la chorégraphie, de créer les musiques, il y a des équipes qui s'occupent des costumes, etc. Donc, il y a des teams pour les auditions, etc., etc. Il y a des gens qui sont plus doués pour la promo parce que moi, je vous avoue honnêtement que la promo, c'est pas totalement ça. Mais bon, si on veut qu'un projet fonctionne, il faut savoir le promouvoir. Et ça, c'est pas quelque chose dont je suis douée. Donc voilà, hein, le podcast, venez rejoindre ma comédie musicale s'il vous plaît. Mais de manière réelle, de manière à interagir avec la population et faire de la vraie promo, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai une anecdote que je vous raconterai après. Et donc, donc voilà, je fais mon petit truc machin et ça y est, les auditions sont prévues pour le 23 et le 24 février.
on va essayer de voir pour faire une autre partie en mai-juin au cas où. Mais voilà, en tout cas, les premières auditions sont organisées. Ça fait très bizarre de dire ça. Parce que je réfléchis énormément à ce projet et c'est aussi pour ça que je suis un peu moins active sur les podcasts. Mais je trouve que je m'en sors quand même bien. De faire les deux en même temps, c'est un sacré travail, mais j'aime. C'est du travail, mais c'est des rêves qui se réalisent. Donc... Mais je vais pas vous mentir que déjà le podcast c'était un gros morceau, mais alors créer une comédie musicale et je vais en parler après parce que là je vais vous évidemment parce que je vous dis que je vous fais une comédie musicale mais je vous dis pas sur quoi. En gros, il y avait une première idée parce que quand je voulais créer une comédie musicale, je me suis dit sur quoi t'aimerais le faire? Parce que bon, frérot, c'est bien beau de créer une comédie musicale, mais sur quoi? Sur quoi tu veux que ça porte? Et si vous êtes familier aux comédies musicales, vous savez que dans 60% des comédies musicales, il y a un background historique. Donc je me dis, bon, moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Titanic. Alors, oui, c'est une passion bizarre. Je suis un petit peu nerd sur les bords, mais pourquoi Titanic? En fait, quand j'étais petite, ma grand-mère et ma mère m'ont fait regarder Titanic pour la première fois. Et donc j'avais 6 ans, à peu près. Et je sais pas pourquoi, mais mon cerveau a des obsessions. Je suis une personne à obsession. C'est-à-dire, quand j'aime quelque chose, c'est genre j'aime quelque chose. Genre, je suis vraiment capable de faire des recherches dessus. Et puis, donc, quand j'avais 7 ans, donc on est en 2008, 2009. Je suis nulle en maths, les gars, donc c'est pas du ça, bref. Bah, 2009, à peu près. Et donc, c'est le pic. Je vais parler d'un truc que les moins de, que les plus jeunes ne peuvent pas forcément connaître. Les blogs. Oui. Je suis vieille à ce point. Quand j'étais plus jeune, les blogs, c'était vraiment the thing. Et donc, il y avait plein de blogs sur Titanic, puisque, c'est un naufrage, c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'histoire, et notamment l'histoire maritime. Donc, vous dites Titanic, tout le monde sait exactement de quoi vous parlez. Et quand j'ai vu ce film de James Cameron, ça m'a intéressée, et ça m'a intéressée au-delà de l'histoire, entre l'histoire d'amour et ça m'a intéressée sur le plan historique. Et donc, je fais plein de recherches. Bon, j'apprends le script. Oui, à 7 ans, j'avais rien d'autre à faire que d'apprendre le script de Titanic. Et alors, qui va me juger pour ça? Et donc, en réfléchissant, je me dis, bon, ok, on va prendre cette base. Et donc, à la base, je voulais faire la suite de Titanic, le film, du coup, qu'on connaît. Donc, Rose, que j'aurais appelé différemment, évidemment. Donc, Elisabeth, du coup, mon personnage principal s'appelle Elisabeth, avait survécu au naufrage, et elle avait perdu son compagnon, etc. Enfin, exact, vous voyez le synopsis de Titanic, c'est la même chose, sauf que c'est la suite, en gros. Et puis, j'en parle à une de mes amies, elle me dit, meuf, fais gaffe, parce que, peut-être que le script de James Cameron est protégé. Et vous voyez, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est avoir du bif avec quelqu'un, et j'ai pas trop envie d'avoir du bif avec James Cameron, vous voyez? C'est pas trop mon délire. Donc, je dis, bon, ok, on va réfléchir à une autre option. Ce que je fais, donc, là, faut se dire, je suis dans le train, en même pas 40 minutes, j'avais un autre synopsis. Donc ça, c'est l'avantage de réfléchir vite, c'est que, finalement, vous pouvez avoir une autre solution très très vite. Donc c'est ce que je fais. Ok. Et donc là me vient une idée. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, avant d'être là où je suis, je voulais faire du journalisme. Et même si j'ai fait une croix sur l'idée à cause des études et de la difficulté des études, etc., je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va inclure. Donc c'est vraiment l'union de mes deux passions, aka Titanic et le journalisme. En gros, donc on est au lendemain du naufrage, donc voilà, Elisabeth arrive à New York. Donc c'est New York des années 1912, évidemment. Donc
il y a un cadre historique. Elle est traumatisée. Voilà, elle vient de survivre à un naufrage. Psychologiquement, c'est très dur, très intense. Et donc, elle rencontre Eleanor, qui est infirmière au St. Vincent Hospital. Voilà. Donc, Eleanor, c'est une infirmière qui est juste tout simplement adorable. D'ailleurs, cœur sur les infirmières. Voilà, elle s'occupe des marins, elle s'occupe des armées, des soldats, etc. Donc, vraiment, she's amazing. She's an amazing woman. Et elle va rencontrer Elisabeth. Et de manière instantanée, elles vont un peu se rapprocher. Bon, évidemment, voilà, Elisabeth a toujours ce côté assez froid parce que c'est quand même une aristocrate. Donc voilà, dire ses émotions, c'est pas trop, voilà. Et Eleanor, elle est en mode, ok, let's be friends, you know. Pas comme ça, mais presque. Et donc, elle va rencontrer, donc voilà, comme je dis, Eleanor. Et puis, elle va arriver à l'hôtel. Et donc, Eleanor, voilà, très mimi, elles vont se rapprocher, machin. Pour moi, c'était vraiment important d'inclure une amitié parce que personnellement, je sais que déjà, si je peux vous parler de ce projet, c'est grâce à mes amis parce que c'est eux qui m'ont poussé, c'est eux qui m'aident quotidiennement, etc. Donc, c'était pour moi primordial d'inclure une amitié et surtout une girls friendship parce qu'évidemment, on aime les amitiés filles-garçons, il n'y a pas de souci. Mais les amitiés filles-filles, vraiment, I love to be a woman, juste pour vraiment le concept. Genre, je sais pas si les gars entre vous avez aussi ce truc très très proche, etc. Mais nous, les filles, c'est vraiment très supportive et vraiment magnifique. Et donc, genre, donc voilà, elle découvre New York pour la première fois. Elle se dit waouh, c'est une ville magique. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti avec certaines villes, notamment Paris et Londres. La première fois que je suis allée à Londres toute seule, il y a eu un moment où je suis allée avec quelqu'un et puis après, la deuxième fois, c'était vraiment toute seule. J'ai eu ce truc de my dream can be big as fuck and it's okay. Donc, c'est vraiment la démarche de la chanson que j'ai écrite. Qui s'appelle New York, je crois. Donc voilà. Et donc après, elle revient à l'hôtel et tout, et là elle voit donc Lawrence, le steward, qui lui dit en fait il y a votre fiancé qui vous attend. Parce que, rappelons-le, c'est une aristocrate. Donc, avant le naufrage, elle devait épouser Richard. Richard qui est un homme. Il a 30 ans, Elisabeth a 18 ans. Donc, c'est des mariages forcés comme on en fait à l'époque, puisque les femmes n'avaient qu'un but dans la vie, c'était se marier et faire des enfants. Et donc, elle est là et elle est en mode, non en fait, genre, get off my life, je ne veux pas de toi. Et sauf que lui, il insiste, parce que, je vais vous expliquer après ce qui se passe, mais this is very genius from me, anyway. Mais il lui dit, écoutez, laissez-moi au moins une chance. Vas-y, bon. Encore une fois, elle peut pas avoir un caractère fort dès le début. C'est normal, elle accepte. Elle se dit, ok, bon, pourquoi pas. Surtout que, théoriquement, elle sait pas trop ce qu'elle va faire. Donc, elle se dit, bon, why not, j'accepte. Donc, ils vont avoir un premier rendez-vous. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que, du coup, Elisabeth, son père est décédé, mais elle a vécu avec sa mère. Et c'est sa mère qui l'a élevée, éduquée, etc. Et sa mère, elle se plaît dans la société aristocrate. Son père, beaucoup moins. Donc, son père, c'était vraiment le côté liberté, amusement, fun, etc. C'était un peu le rigolo de service. Et sa mère, c'était fucking black cat. Et donc, elle s'entendait pas du tout avec sa mère. Parce que sa mère, elle était là, elle était en mode, toi, ma chérie, vu qu'on est un peu endetté, tu vas te marier, c'est un bon parti. Il a 30 ans, c'est pas grave. La différence d'âge, c'est pas grave. Et donc, elle est en mode, voilà. Et du coup, elle croit que sa mère est morte. Sauf que sa mère a survécu au naufrage parce que elle est montée dans un canot. Elisabeth, elle a été sauvée après, mais Catherine, elle l'a depuis un petit bout de temps. Et donc, elle va retrouver Richard et ils vont préparer un plan ensemble. C'est qu'en gros, Richard fasse tomber amoureuse Elisabeth. Et
que voilà. Les deux sont en mode bon. Oh mince, comme par hasard, ça y est maintenant t'es fiancée, t'as pas genre la piégée globalement. Et donc à côté, parce que il fallait un triangle amoureux, parce qu'en soi Richard et Elisabeth c'est pas vraiment de l'amour. Et donc vient John, donc à la base c'était Jack mais vous avez compris l'idée. Donc John lui c'est un orphelin qui a vécu à l'orphelinat toute sa vie. Il a rencontré ses meilleurs amis là-bas qui sont Ray, Sam et Victor. Une bande de rigolos, on va pas se mentir. Mais rigolo green flag, c'est des rigolos green flag. Et donc, tous ensemble, ils étudient. Alors, je vais vous le dire parce que c'est compliqué. Mais en gros, c'est la branche... c'est la branche... Non, je vais pas le trouver. C'est la branche journalistique de l'université de Saint-Columbie, à New York. Saint-Columbia à New York, donc qui a été créée dans les années 1800. Donc parce qu'il fallait du coup trouver une université qui existe, parce qu'on essaye de faire le moins de fausses dates, de choses qui ne vont pas ensemble. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc il fallait que et puis comme je vous ai dit, genre je voulais faire un journaliste. Et donc le journalisme à l'époque s'est développé, mais c'est les débuts en fait. Et donc Monsieur Pultezer, Joseph Pultezer, a créé la branche journalistique de la Columbia University. Du coup, ça s'appelle The Columbia University Graduate School of Journalism. Donc voilà, c'est la branche journalistique. Et donc, je vous dis un petit truc, c'est que la première classe, elle a été faite en septembre 1912. On est en avril 1912. Donc, il y a un petit bug temporaire, mais c'est ok. C'est ok. Personne va m'en vouloir. Il en fallait. On peut pas toujours respecter l'histoire à 10 000%. Et donc, lui, il est avec ses potes et le professeur, Monsieur Miller, leur annonce, ok, vous allez devoir faire un article. Sauf que, si vous êtes même un minimum familier au naufrage du Titanic, vous savez très bien que quand l'événement a été connu, le lendemain ou le surlendemain et même pendant des jours et des jours, il y avait la presse qui disait le naufrage. Je pense qu'on peut très très bien trouver des archives d'un journal qui est sorti à l'époque. Et sauf que Monsieur Miller, c'est un professeur que j'aime beaucoup, ça a été inspiré par beaucoup de mes professeurs que j'ai rencontrés tout au long de mon existence scolaire. Et c'est vraiment un professeur, qui est passionné, qui, pour lui, le journalisme, c'est vraiment l'autre. Et c'est aussi des mécanismes que j'ai développés en voulant moi-même être journaliste. Et donc, voilà, il leur dit, ok, vous allez devoir écrire un article, mais pas un article qui relaie l'information, un article qui va plus loin. Et donc, du coup, le professeur, il décide de leur faire rencontrer, des survivants. Et donc, ils vont en rencontrer beaucoup. Bon, évidemment, pour des raisons évidentes, on n'a pas le nombre de survivants. Mais voilà, on va essayer d'en avoir une petite quinzaine. Et donc, on va... comment dire, je me suis perdue. Et oui, et donc du coup, John va évidemment rencontrer Elisabeth. Alors, pour vous expliquer un peu, parce que du coup, on a écrit l'acte 1, là, on est en train de... avec mon ami / collègue, on est en train d'écrire l'acte 2, mais en gros, il va rencontrer Elisabeth par pur hasard, parce qu'en fait, justement, elle doit aller à un de ses rendez-vous avec Richard, et ils vont se rentrer dedans, et ça va être love at the first sight pour John. Elisabeth, elle est en mode, she's just a man, you know, pas trop calculé, quoi. Et lui, étant donné que c'est une belle femme élégante et que c'est pas le genre de personne que John fréquente, puisque lui il fait partie de la classe moyenne, exactement comme Eleanor, c'est vraiment c'est classe moyenne. Alors que Elisabeth c'est une aristocrate, donc il est subjugué par sa beauté. C'est genre waouh,
She's an amazing woman. My gosh. Et donc voilà, petit coup de foudre, machin. Et donc, bon, je vais pas vous raconter absolument tout parce que bon, quand même. Mais voilà. Et donc, on avance progressivement dans l'acte 1, etc. Et du coup, l'acte 1 se termine et on va attaquer l'acte 2. Et donc, dans l'acte 2, on va se focaliser. Alors, le premier acte, il se focalise donc sur le développement des personnages, sur les rencontres entre les personnages, sur un début de problème posé, puis réglé, puis d'autres problèmes qui vont arriver dans le deuxième acte, du coup. Et dans le deuxième acte, on va plus se focaliser sur la carrière d'Elisabeth, sur le développement de sa carrière, sur le développement de sa personnalité, parce que Elisabeth est Elisabeth est le personnage principal. Et donc, c'est d'elle qu'on va suivre un énorme développement. Et du coup, je veux que de la première scène à la dernière, on sente qu'il y a une différence. Et donc, du coup, voilà. Donc, je suis très fière de ce synopsis, je vous avoue. Il a été réfléchi très vite et j'ai apprécié. Et puis, j'ai écrit le scene pack, donc, qui veut dire que je sais ce qui se passe dans les scènes. Bon, évidemment, on modifie certaines choses, on y ajoute, on retire, on change, etc. Mais les paramètres sont les mêmes. Et donc, ça nous permet d'être à l'aise et de pas se dire, putain, qu'est-ce qu'on va faire dans cette scène-là? Et je sais la fin. Et donc, du coup, pour vous replanter le contexte, pour replanter le contexte, vous l'avez déjà le contexte. Mais du coup, en termes de date, on commence en 1912. On est encore en 1912 jusqu'à la fin. Évidemment, plus le même mois, mais voilà. Commence à être en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, machin. Et dans la dernière scène s'arrête en 1917. Donc on est 5 ans plus tard, période de guerre, donc la Première Guerre mondiale, qui, rappelons-le, 14-18. Donc on est d'abord 2 ans avant, puis après on est quasiment à la fin. Sauf que, voilà, je me suis un petit peu renseignée, et les hommes devaient faire le service militaire à partir de 1917. Et donc c'est comme ça que je voulais finir. Je voulais qu'on termine sur une dose un peu de suspense, et à la fois qu'il y a une bonne connotation, et en même temps qu'il y a une importance historique, pour que comme ça, déjà le fait d'avoir une année de début et une année de fin, ça permet aussi, toi, dans l'aspect recherche, etc., de te dire, ok, donc là, s'il y a des tout petits trucs, faut pas que j'oublie, c'est 1912. Et puis après, il va y avoir du coup une évolution vestimentaire, de scénographie, etc., etc. Et donc, ça se termine sur cette période-là. Évidemment, je vais pas vous le dire parce que, voilà, no spoil. mais voilà, et donc je suis très très contente de ce développement. Je suis très contente de la manière dont quel angle j'ai choisi, en fait. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir parler de mes passions. Et donc, en fait, genre, comme thème que je pourrais vous dire, c'est un peu la question d'identité. Donc, le fait de savoir qui on est, et surtout l'effet de j'ai passé toute ma vie, ou une partie de ma vie, peu importe, dans une bulle. Et maintenant, une fois que la bulle, elle se perce, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Et c'est vraiment le questionnement, et un questionnement qui en fait, genre, les thèmes abordés et les questions sont excessivement modernes. Et donc, du coup, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai jamais été indépendante, on m'a tout fait, en fait, donc qu'est-ce que je deviens à ce moment-là? Et c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et puis, après, également, il y a le fait de rebondir après un traumatisme, quel qu'il soit. C'est un peu des trucs qu'on a abordés, en fait, dans le podcast. Les traumatismes, la question de l'identité. Et puis, évidemment, il y a des thématiques comme l'amour, le vrai, comment on sait que c'est the good one, comment on sait si on fait les bons choix, et puis le truc de une relation qui n'est pas saine versus une relation qui l'est, l'amitié, la place de l'amitié dans la vie, à quel point c'est important, et pour le coup c'est vraiment des thématiques qui moi me touchent, et aussi que j'ai deal with. Bon, à part l'amour, évidemment, mais voilà, enfin c'est des choses qui me touchent personnellement.
et qui, je pense, vont toucher quasiment tout le monde. Je sais pas qui ça ne pourrait pas toucher. Bon, je dis pas que ma comédie musicale va plaire à tout le monde et je dis pas que ça va être un banger. Mais c'est juste que, en tout cas, les thématiques, je sais qu'elles vont toucher et c'est justement comme ça que j'ai voulu orienter ma pièce pour qu'on se dise, ah, mais que, en fait, une partie de nous puisse se reconnaître dans les personnages. Parce que du coup, pour vous dire un petit peu, on a Elisabeth, Eleanor, John, Richard, Catherine, Sam, Ray, Victor et Vivienne Leigh, qui sont les personnages principaux. Vivienne, elle intervient dans le deuxième acte. Donc, voilà, c'est une très célèbre comédienne et surtout, elle est amie avec Catherine et Richard. And I'm not gonna tell you more about that. Et après, on a les personnages secondaires, masculins et féminins. Donc, c'est vraiment des petites apparitions, mais on les a regroupés ensemble pour, déjà pour les acteurs, parce que c'est un peu con d'avoir simplement une line quand tu peux en avoir une petite trentaine. Et puis avoir différents costumes, c'est trop cool. Et puis on a le chœur et l'ensemble, voilà, qui sont aussi figurants, parce que pour des raisons budgétaires, on ne peut pas avoir autant de monde. Donc voilà, l'ensemble est également figurant. Mais voilà, c'est vraiment un projet que je suis heureuse de faire. Et alors oui, je vais pas vous mentir, il y a aussi des points un peu plus négatifs, c'est que je souffre d'anxiété et d'un sévère perfectionnisme. Donc c'est-à-dire que je me mets énormément la pression pour tout réussir. Et puis étant donné que je gère du coup le script, les chansons, la scénographie. Bon, les costumes, c'est moi qui guide, mais c'est pas moi qui fais. Mais il faut quand même que je sache ce que je veux. Sinon, mon illustratrice et les personnes qui vont réaliser les costumes, ils vont se retrouver un peu en mode « Ouais, mais je sais pas quoi faire. » Donc voilà. Tout ce qui est aspect promotion. Bon, ça, je délègue un peu plus. Je délègue un peu plus parce que je suis vraiment pas douée pour ça. Je suis vraiment le bare minimum, quoi. c'est vraiment genre... je fais entre guillemets comme je peux. Après, je gère aussi tout ce qui est faire le budget. Parce que du coup, c'est dans le cadre d'un spectacle de fac, donc il y a aussi le plan financier à s'engager et à réfléchir. Il y a aussi tout ce qui est partenariat, tout ce qui est faire les rendez-vous. Autant vous dire que je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas dans ma vie, mais c'est vraiment l'une des plus belles choses qui existent. Déjà parce que je suis une theater kid, et bon, évidemment, j'ai pas la prétention de pouvoir dire ok, je peux faire ça, je fais ça au même niveau que les personnes qui travaillent à Broadway ou West End ou en France même à Paris, etc. Mais il y a un peu ce côté de je m'attaque à un monument, puisque du coup, comme je vous ai dit, ça regroupe différents arts, et il y a ce sentiment de vraiment d'accomplissement et de se dire that's so cool. Mais avec ce musical, je découvre ce que c'est le leadership. Et guys, oh, I need to talk about this. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis plus une suiveuse qu'une leaduse, vous voyez? Parce que pour moi, le groupe m'a toujours fait peur, et j'en avais discuté dans le podcast de la confiance en soi, enfin dans l'épisode. Les groupes, être en groupe, parler en groupe, briller en groupe, pour moi, le groupe, ça a toujours été les personnes qui m'ont fait le plus de mal, donc je me suis jamais dit, tiens, je vais être confortable avec eux. Et même quand je travaillais en groupe, je brille pas. Genre, moi, je suis en mode, je fais ce que tu veux. Voilà. Mais là, je passe de quelqu'un qui est habitué à ce qu'on lui donne des ordres, ou en tout cas, à ce qu'on lui donne des missions, à le faire. Et je vais pas vous mentir que, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Parce que, en fait, la difficulté de ce projet, c'est que vous devez être suffisamment mastermind pour réfléchir à toutes les éventualités et pour que vos équipes puissent travailler tranquillement. Donc, je vais vous prendre un exemple. J'ai mon amie Ali, qui travaille dans la création de costumes. Donc, elle va pas les créer, les coudre, mais elle les dessine. Donc, c'est une première mise en image.
Ali, je dois lui préparer toutes les tenues de tous les personnages pour faire en sorte qu'elle est juste à dessiner et qu'elle ait à faire ce qu'elle aime. Pareil, l'équipe, la team musicien. Évidemment, on n'est pas beaucoup, donc on essaye de bosser pour trouver des personnes qui sont professionnelles et qui vont en grand nombre, mais dire, ok, je dois venir avec ma chanson. Je dois leur donner une piste d'interprétation. Parce que si ils se fient juste aux lyrics, ils vont pas forcément se dire mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là. Donc vous devez arriver avec ces idées-là. Pour la scéno, pour que votre équipe fonctionne, faut savoir en avance ce que vous voulez faire. Et c'est la plus grosse difficulté. Alors, c'est la plus grosse difficulté, mais en même temps, en tant que énorme anxieuse, préparer en avance, ça me dérange pas. Au contraire, ça me rassure. Mais c'est justement, vous donnez les clés, mais vous donnez pas. En fait, il faut faire un juste milieu. Il faut que vos équipes puissent avancer tranquillement, mais que vous leur laissez l'occasion de briller. Parce que si vous leur dites, faut faire ça, la créativité n'est pas là. Et c'est ce que j'aime. Enfin, j'aime travailler en toute liberté. Je veux que mes équipes aussi puissent avoir la plus grande liberté possible. Et que juste moi, je puisse les aider, mais que, par exemple, pour créer une musique et pour créer une chanson, donc moi j'écris les paroles, mais c'est pas moi qui fais les premières démos, c'est pas moi j'écris juste, je ne chante pas machin. Heureusement pour les personnes. Et donc, c'est très difficile. Et c'est très difficile de délecter le travail. Parce que c'est pas délecter c'est plaire. Déléguer le travail. Parce que vous devez... En fait, on est tellement habitué à devoir aider au max pour que l'équipe puisse travailler tranquillement que au moment où vous devez redonner les clés, vous paniquez. Et moi, et ça a longtemps été... Et c'est ce que j'essaye d'apprendre à faire, c'est de relâcher les brides, parce que moi je suis quelqu'un de très nerveuse et de très je veux tout contrôler. Et sauf que si vous faites appel à des équipes, c'est que vous acceptez de déléguer un travail. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. Et puis il y a évidemment ce truc de leadership, d'aller voir les gens, de leur dire est-ce que tu peux faire ça. Moi c'est quelque chose, j'ai vécu toute ma vie en étant le genre de personne I can handle my shit. Donc là, comment ça, je dois demander des services aux gens? Parce que du coup, vous devez leur demander, dire ok, vous devez leur imposer une deadline, vous devez leur dire qu'à partir du 30 machin, il faut que ça soit fait. Et en même temps, il y a cette difficulté parce que moi, je suis obligée de m'investir à 10%. Mais les personnes qui sont là, qui sont dans les équipes, ils ont un investissement un peu moindre. Évidemment, ils doivent s'investir parce que je les paye. Je vais être honnête avec vous, ils ne sont pas payés pour travailler avec moi, globalement, mais moi je ne suis pas payée. C'est un projet bénévole, c'est un projet, voilà. Donc, il n'y a pas ce truc de si tu veux ton salaire, travaille hard. C'est vraiment une occupation pour eux. Et donc, faut respecter ça. Faut respecter le fait que les gens ne te répondent pas. Faut respecter le fait que les gens ne peuvent pas être là right now, qui pourraient être là à un moment. Donc du coup, t'es obligé de t'arranger et faire en sorte d'être disponible pour eux et pas l'inverse. Et donc, c'est des choses qui sont très très compliquées et que j'apprends. Je vais pas vous mentir. Le leadership, ça s'apprend. Et c'est très intense. Mais honnêtement, j'ai un plaisir fou. Même si comme je l'ai dit en début, je souffre d'une anxiété très intense et d'un perfectionnisme très intense. C'est-à-dire que je suis très exigeante avec moi-même et ça se voit, ça se ressent. J'ai fait quelques petits, pas grosses crises de panique, mais des petites crises de larmes, des petits... Parce que en fait, en faisant ça, tu te mets à rude épreuve et c'est une chose que j'aurais jamais pensé pouvoir faire et que finalement si. Et là d'ailleurs très récemment on a fait de la promo, donc avec mon amie Iris on a fait de la promo en CM. Je l'ai fait une fois et en fait c'était tellement fort émotionnellement que j'ai pas réussi à faire plus. Donc il y a ce côté un peu coupable où tu te dis putain j'ai échoué,
et où tu dis en fait je suis une grosse merde parce que j'arrive pas à parler en CM. Et après je me suis fait la réflexion et j'essaye aussi de mettre en place ce que je travaille avec ma psy, de dire mais en fait meuf, ok, certes, tu réussis pas à faire ça, c'est ok, mais t'as vu tout ce que tu réussis à faire? Meuf, tu as déjà écrit 13 chansons, tu as écrit un acte, dont 8 scènes, parce que du coup, il y en a 2 qui ont été écrites par Régis. Tu cherches des partenariats? Meuf, relax, ok? C'est pas parce que t'arrives pas à parler en CM parce que, voilà, en CM, on est plus d'une centaine, devant plus de 100 personnes, que t'es une grosse merde, en fait. Et donc, ça apprend aussi en fait, ce projet, je suis honorée de pouvoir le faire parce que ça m'apprend tellement de choses. J'en apprends plus sur mon côté créatif, sur ce que je suis capable de faire. Ce qui est plus difficile pour moi à faire, et très honnêtement, sur le plan créatif, je suis impressionnée par mes propres capacités. Et je dis pas ça en mode narcissique et tout, mais quand je lis les chansons, je suis en mode, meuf, bravo d'avoir écrit. Bon, j'ai pas tout écrit toute seule parce qu'encore une fois, il y a des crédits. Voilà, je fais un crédit à toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur les chansons, mais c'est quand même moi qui leur propose un premier jet. Et il y a des choses qui changent, mais la structure est la même. Les personnages sont, je trouve, très bien développés. On a une relation amoureuse, alors oui, qui paraît rapide, mais en même temps, on dose. Donc c'est un he fell first, but he fell harder, et un slow burn en même temps. Que d'un point de vue scénique, évidemment, ça va être très vite, mais d'un point de vue temporaire, ça va être très long. Voilà. Donc c'est un petit slow burn, etc. Les personnages sont, je trouve, très bien développés. Ils ont une psychologie intéressante. Et puis chaque personnage a un peu de moi, donc ce qui fait que c'est là aussi très très chouette, c'est que c'est genre inspiré de mes propres failles, de mes propres forces, de mon propre ressenti, etc. Les chansons sont bien développées aussi. Je pense que je gère les équipes pas trop mal. Évidemment, il y a des choses à revoir parce que, encore une fois, je ne suis pas née pour être une leader à la base. Le projet est mené à bien, les auditions sont... Là, on a préparé les auditions, on les a très bien préparées. Enfin, on est dans les temps. Bon, la chose qui me fait un peu le plus peur, c'est le budget parce qu'évidemment, c'est un gros investissement financier. Et faut gérer sur tous les plans et je peux le dire, je suis fière de moi. Oui, oui. Et c'est vraiment votre timing pour vous dire que vous êtes fiers de vous. Voilà. S'il y en a certains d'entre vous qui font des projets et qui sont en train de gérer des trucs, et je dis pas de gros parce que moi je suis une personne extrême, tu vois, je fais une comédie musicale où je fais rien. Mais ça peut être juste faire votre mémoire, ça peut être faire des dessins mais de manière non professionnelle, mais juste faire ça, vous pouvez être fier de vous parce que c'est pas quelque chose, évidemment, dessiner ça prend etc. Mais je veux dire, moi je peux vous assurer que même après 3 ans de cours intensifs de dessin, je serais incapable d'avoir le niveau de mes potes. Donc c'est vraiment, soyez fiers de vous. Et c'est cette leçon aussi que j'ai appris, c'est que j'en ai parlé sur Instagram, c'est que ok, bon, certes, il y a des choses où vous êtes pas où vous êtes moins fort, où vous êtes pas très doué. Mais focalisez-vous sur ce que vous savez faire et exploitez tout votre potentiel. Alors évidemment, c'est très bien aussi de s'améliorer sur des choses, mais le fait de cultiver son potentiel et d'être en mode je vais encore être meilleur dans ce domaine, donc que ce soit personnellement, que ce soit le leadership ou que ce soit la création de plein de choses, je veux être encore meilleur. Et ok, je suis peut-être pas... peut-être que je suis pas capable de parler devant 100 personnes, même très peu devant... Même 5, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, je suis capable de faire un podcast. Et voilà, et il faut être fier de ce qu'on est capable de faire. Et on n'est pas parfait.
Et la vie n'est pas faite pour qu'on soit parfait non plus, donc voilà, acceptez les choses que vous pouvez pas faire, mais acceptez aussi ce que vous pouvez faire. Et pour le coup, il y a vraiment créer une comédie musicale, quand vous créez un projet quel qu'il soit, il y a de toute façon des défis, mais là, le défi, il est triple et encore plus quand c'est quelque chose dont vous n'êtes pas très familier en fait. Mais je vous avoue que malgré la dose de stress, malgré tout ce que ça engendre, il y a quelque chose de super fun. Et déjà, il y a le truc de, ok, vous allez rencontrer des humains super talentueux. Peu importe, que ce soit genre comédien, chant, danse, l'équipe technique, vous allez travailler avec des personnes. Et vous vous dites, en fait, genre, they are so fucking talented, you know? Et c'est quelque chose qui n'est pas, même, là, notamment, je travaille avec mes amis, donc, c'est des gens, moi, à la base, que j'aime pour ce qu'ils sont, et j'aime, et j'aime traîner avec eux, j'aime leur parler, j'aime être là pour eux. Et là, en fait, vous travaillez avec ces personnes et vous apprenez à les connaître et vous dites, mais en fait, genre, you are a motherfucking genius. Et je suis très, très contente d'avoir pu, parce que du coup, ce projet, il me bénéficie à moi. Parce que du coup, ça m'a permis de trouver ma voie, en fait, et de me dire, en fait, je veux faire ça. J'aimerais en faire mon métier. Mais en plus, ça permet à des personnes dont j'admire le travail de travailler, d'avoir un premier pas dans l'univers qu'ils veulent avoir, enfin, que ce soit genre tout ce qui est script, tout ce qui est illustration, dessin, machin. Tu te dis, en fait, that's amazing, you know? Et je me sens vraiment très très chanceuse de pouvoir faire ça. Très honnêtement, genre, je me sens ultra chanceuse de me dire, ok, j'écris des chansons, je crée un script, je crée un univers qui m'appartient, et we just nail it, you know? Et voilà, donc j'apprends beaucoup de choses. J'apprends un peu plus chaque jour. J'apprends sur mes capacités, j'apprends sur les capacités des autres, j'apprends sur moi-même, j'apprends sur mes qualités et mes défauts, sur ce que je dois travailler et ce que je dois approfondir. C'est vraiment un beau truc, et je suis une fervente défenseuse du il faut faire ce que vous aimez, il faut faire quelque chose qui vous rend profondément heureux et qui vous permet d'exploiter tout votre potentiel. Voilà. C'est vraiment pour moi très important, et surtout j'ai une attache particulière à l'art, parce que pour moi le spectacle vivant et même tout ce qui touche à l'univers du cinéma, etc., c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et que j'ai toujours aimé. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre, j'ai toujours rêvé d'écrire des chansons, dans ma tête, j'ai toujours rêvé de prendre des cours de danse, de chant et de théâtre. C'est un truc, très honnêtement, j'aimerais un jour au moins essayer de prendre des cours, je vous avoue. Voilà, pour l'instant, c'est moi qui suis derrière tout ça, mais c'est vraiment le théâtre, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Et en fait, c'est le format du direct, c'est l'adrénaline de se dire, mais en fait, là, les personnes, ils ont répété pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, pour pouvoir se tenir devant nous et de jouer, et l'effet de je joue un autre personnage, je joue quelque chose qui n'est pas moi. Et c'est justement une réflexion qu'Elisabeth, elle va se faire, c'est de se dire, en fait, je suis quelqu'un d'autre que moi, et quel bonheur. Surtout quand vous n'avez pas confiance en vous, des choses comme ça, vous dites, j'aimerais bien être une autre personne que moi, et même pendant un instant, quoi. Et vraiment, je me dis, en fait, par exemple, justement, vu que j'adore les comédies musicales, mais t'imagines, ton métier, c'est de chanter des chansons,
danser et jouer la comédie et en même temps tu dis waouh, c'est incroyable. Et quand tu les vois sur scène, tu te dis mais it looks so easy. Et après là du coup je suis derrière donc je sais la difficulté, mais je vous jure que, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous regardez une comédie musicale, mais ça a l'air, ils font ça comme si c'était simple et en fait c'est des années d'entraînement, c'est un apprentissage scolaire, c'est intense comme travail. Donc voilà, je suis sincèrement heureuse de pouvoir faire ça et de rencontrer de si belles personnes, de travailler avec de si belles personnes. Là du coup les auditions, on a une première étape le 20 du 20 au 23. Enfin non, du 23 et le 24 février, pardon. Donc j'ai hâte de découvrir des nouveaux talents et surtout qu'on est assez ouvert pour le coup. On se dit pas on veut que des professionnels, au contraire, genre pour moi ce projet c'est donner une chance aux personnes qui n'ont pas forcément et en même temps donner aux personnes qui ont déjà de l'expérience un cadre où ils peuvent pas faire ça de manière un peu plus relaxe et s'amuser and having fun and you know. Donc voilà. C'était incroyable de parler de mon deuxième enfant sur mon premier enfant, vraiment. Mais voilà, du coup, ça vous donne un peu une explication de pourquoi je suis moins active sur le podcast. Mais je suis trop contente. Vraiment, just living my best life, you know. En termes de création, je vis vraiment ma meilleure vie et yeah. Dream big. Mais en même temps, dream big, mais pas trop non plus, parce que voilà, il y a des barrières, notamment les finances. Je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est la partie la plus délicate et précaire, c'est de se dire, ok, on va peut-être avoir un budget que de 2 000 €, donc va créer toute une scénographie, va avoir du bon matériel, machin, à très peu, un coût très très faible. La partie plus business, parce qu'il y a la partie leadership, il y a la partie création, et il y a aussi la partie plus business, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir des trucs à bon prix, mais en même temps mollo rasmo, vous voyez. Donc c'est un peu le petit truc qui me stresse et qui m'apporte beaucoup d'angoisse, je vous avoue. Mais je suis très très contente et voilà. Enfin, sur ce, les amis, j'ai beaucoup blablaté. Je vais vous laisser. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Enfin, ce podcast de manière générale, mais cet épisode en particulier parce que c'était un épisode vraiment important pour moi. Je remercie mon ami Ali d'avoir eu l'idée. Et puis j'espère que ce projet vous donnera envie si vous êtes à Caen, si vous donnera envie de venir. C'est en avril 2027. Je n'ai pas encore la date précise parce que c'est beaucoup trop loin, mais ce sera en avril 2027 à la fac de Caen. Voilà. Donc si vous vivez à Caen ou à proximité et que le synopsis vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous êtes à la fac de Caen ou aux alentours et que les personnages vous ont donné envie, n'hésitez pas à auditionner. Cet épisode va sortir samedi, donc on aura déjà commencé à envoyer les bouclettes, mais vous pouvez postuler. Et puis de toute façon, on essaye de voir si on pourra pas faire une deuxième partie au niveau des auditions. Donc voilà. Mais je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon projet, d'avoir survécu jusque-là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Free audio post-production by alphonic.com.